Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio VM, en compagnie, oui, mon nom de Jean-Philippe Trottier. Alors écoutez, on n'a pas pu parler malheureusement de l'immigration francophone au Canada hors Québec. C'est un sujet très intéressant et puis évidemment, je suis sûr qu'on va avoir l'occasion d'en reparler. C'est pas un sujet nouveau, c'est pas un sujet qui va terminer. Il y a bien des discours officiels et qui contredisent des discours officieux, ou plutôt l'inverse, des discours officieux qui contredisent des discours officiels. Alors écoutez, j'aurai Yves Frenette, de toute façon, pour en parler une autre fois. Yves Frenette, qui est professeur titulaire de la chaire de recherche du Canada, Migration, transferts et communautés francophones à l'Université de Saint-Boniface. On n'a pas réussi à le rejoindre, mais on le rejoindra tôt ou tard, il ne nous échappera pas. Alors, on va changer de sujet maintenant. On va parler du procès de Jamila Benhabib, auteur notamment de Ma vie à contre-courant et des soldats d'Allah à l'assaut de l'Occident. Le procès s'est terminé. C'était des écoles musulmanes de Montréal-Nord qui l'avaient poursuivi pour diffamation en raison de certaines de ses affirmations selon lesquelles il se passait des choses inquiétantes dans ces institutions, du moins selon les normes d'une société laïque, moderne et ouverte. Le jugement n'a pas encore été rendu, mais il est attendu. Aura-t-il donc des répercussions politiques dans la mesure où ce qui est en jeu n'est ni plus ni moins, ou ne serait ni plus ni moins le droit à la critique de certaines croyances et pratiques religieuses. Le point avec Simon-Pierre Savard-Tremblay, essayiste, enfin d'abord chroniqueur ici, et aléatoirement, avant toute chose, et secondairement sociologue, essayiste et président de Génération Nationale. Bonjour Simon-Pierre. Bonjour JPT. Vous êtes blogueur maintenant au Journal de Montréal, tout à fait, le dire oui. et le répéter, et vous avez... Alors dites-le et répétez-le. Alors, vous êtes blogueur au Journal de Montréal. Vous êtes blogueur au Journal de Montréal. Vous êtes blogueur au Journal de Montréal. 3 fois, ça va. Ça suffit, oui, ça hein, va. parce que 4, ça rend le Les charme. gens ont compris. Les gens ont compris. Hein. Oui. Et votre nom, c'est toujours Simon-Pierre Savard-Tremblay. Je ne le dirai pas 2 fois. Et alors, remettons ça dans le contexte, ce procès de Jamila Benhabib. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça se passe en 2012 environ, quand Mme Benhabib, elle publie sur son blog au Journal de Montréal, elle aussi, mais on ne répétera pas qu'elle était blogueuse là-bas. 3 fois. Une fois suffit. Et elle avait publié des extraits du site Internet de ce qu'on appelle les écoles musulmanes de Montréal. D'accord. Et qui faisait la promotion de sourates particulièrement violentes, où il était question de châtiment contre les mécréants et de la défloration des vierges que nous retrouvons normalement au paradis. Petit point de détail, des sourates ou des versets? Des versets, oui, bien sûr, pardon. Parce qu'il y a 114 sourates dans le Coran, il y a à peu près 6236, je fais mes devoirs, versets. Il paraît, ça c'est encore pour la parenthèse, que dans le Coran, il y aurait à peu près 200 versets violents, appelant au meurtre, etc., mais que l'essentiel du Coran n'est pas comme ça, juste pour fermer la parenthèse. Donc elle dénonçait ça. Oui, elle dénonçait le fait que ça soit promu sur le site Internet des écoles en question. Ouais. Ensuite, même semaine environ, ou disons dans le même laps de temps, Monsieur Dutrisac, qui est animateur au 98.5 FM, fait une émission où il reçoit Mme Benhabib pour commenter, on pourrait dire l'enquête qui a été menée, disons, la recherchiste de l'émission de Benoît Dutrisac, de Dutrisac le midi, a téléphoné aux écoles en question. On peut réécouter tout ça, ce que vous dites, Simon-Pierre Savard-Tremblay, sur votre blog du Journal de Montréal. J'ai fait un billet, il y a un lien vers l'émission et puis on peut réentendre l'entrevue entre Benoît Dutrisac et Jamila Benhabib. Exactement. Alors voilà, donc la recherchiste de l'école téléphone à l'école en question. La recherchiste de l'émission, téléphone à l'école en question. Sans se présenter comme journaliste, non? Non, c'est ça. C'est une enquête, donc elle prétend qu'elle cherche une école pour sa fille. Voilà. Alors c'est une école, donc, précisons-le, privée, subventionnée par le Québec. Ouais. 1,5 million par année environ. Mais c'est une école ou des écoles? C'est des écoles musulmanes? Ce qu'on appelle les écoles musulmanes de Montréal, c'est le nom qu'on donne à 2 écoles, en fait, précisément. Ce n'est pas l'ensemble des écoles de confession musulmane où l'islam est enseigné à Montréal. D'accord. Mais c'est le nom qu'on donne spécifiquement à 2 écoles qui sont reliées. D'accord. Alors, la répondante au téléphone répond donc aux questions de la recherchiste de Benoît Dutrisac. Elle affirme en quelque sorte qu'il y a
que le voile est obligatoire à partir de quelques années du primaire, que le sport, que la prière est quotidienne et que les petites filles et les petits garçons sont séparés pour le temps du sport. Bon. Donc, ça nous donne une idée un peu du fonctionnement de l'école en question. Reparenthèse, Simon-Pierre Savard-Tremblay. Moi, j'ai été à l'école aussi et c'était des écoles séparées et les filles et les garçons faisaient des trucs séparément aussi. Ouais, je comprends qu'ils se changent, qu'ils ne soient pas dans le même vestiaire. Ça va, là? Non, même les activités souvent sportives étaient différentes. Moi, j'ai pas connu ça. J'ai été aussi dans un collège privé puis qui était pourtant strict, qui a eu longtemps même un uniforme, qui a longtemps été pour garçons seulement. À Montréal, mais quand j'y suis allé, la mixité était bien en place, l'uniforme n'y était pas, et ce n'était pas... il n'y avait pas d'activité séparée, on faisait tout ensemble. Sauf que je connais pas les détails de votre éducation passée, mais s'agissait-il d'une école publique ou privée, et si elle était privée, était-elle subventionnée par l'État même? Alors, vous m'en posez beaucoup, mais je vous dis que ces écoles-là peuvent exister aussi, puis moi, je crois que c'était privé, oui. Je pense, oui. Mais alors, réfléchissons à ce compte-là sur le financement. Alors, est-ce que l'État a investir dans des écoles qui fonctionnent selon de tels principes? Et qui contraignent aux directives du gouvernement? Ça reste à voir. Reste à voir. Il faut que évidemment, les fonctionnaires du ministère de l'Éducation se penchent là-dessus. Ça serait d'ailleurs plus important que bien des choses sur lesquelles ils se penchent. Tout à fait. On ne va pas psychanalyser ce que vous dites, Simon-Pierre Savard-Tremblay. Continuons. Ne psychanalysons pas. Voilà. Alors. Donc, Madame Benhabib, qui écoute cet entretien en direct, cet enregistrement-là, elle est en studio ou au téléphone, qu'importe. Bref, elle réagit en direct à l'émission. Benoît Dutrisac lui demande « Qu'est-ce que tu penses de ça, Jamila? » Et là, elle répond, ce qui sont les propos qui lui sont reprochés, elle répond « Ça ressemble à un camp d'entraînement militaire. » Au Pakistan, et elle ajoute c'est au Pakistan ou en Afghanistan, je crois est-ce qu'elle a rajouté ça ou pas? Oui, quelque chose comme ça. Il me semble. Hein? Alors, à vérifier. On peut dire que c'est une formule qui est assurément forte, mais elle l'a reconnue elle-même. Madame Benhabib est une essayiste. Quand on est essayiste, on utilise souvent des formules fortes. Ça nous prend des formules imagées. Oui. Puis Benoît Dutrisac lui dit immédiatement en ondes, il lui dit « Tu vas un peu loin, tu crois pas? » Puis là, il dit « Bon, ouais, enfin, oui, t'as raison. » Bon. Donc, c'était immédiatement reconnu en ondes que la formule était peut-être un peu exagérée. Sauf que tout ça n'était pas du goût de ces écoles musulmanes. Effectivement, de même que les fameux versets extrêmement violents qui sont cités sur le site Internet des écoles musulmanes ont été supprimés, ont été enlevés du site entre-temps. Des écoles? Après les affirmations de Mme Benhabib. D'accord. Alors donc, accusation de diffamation contre Mme Benhabib, mais tout ça, c'est les détails judiciaires. Mais c'est bien, la reconstitution exacte, là c'est très très global, il y a peut-être des détails qui nous échappent, on n'est pas chroniqueur judiciaire ni vous ni moi, sauf que il y a des détails, la véritable question elle est politique, elle n'est pas judiciaire avant toute chose, parce que vous savez surtout... Autrement dit, vous ne contestez pas le principe du procès. Mais écoutez, le procès, tout le monde a le droit de poursuivre qui veut dans la vie. D'accord. C'est un fait. Là. Donc je peux vous poursuivre. Si vous voulez. Parfait. Mais vous allez pas gagner. Après. Ça, on verra ça. Alors, mais c'est la question politique qui vous préoccupe. Mais voilà, parce que une fois que ces choses faites, parce que ce type de procès extrêmement idéologique-là, qui vise un épuisement financier et moral de ceux qu'on poursuive, poursuite qu'on dit bâillon, mais qui en réalité est une véritable guerre sainte juridique dans le cas précédent, c'est au final le droit de critiquer les religions qui est menacé avec ça. Oui, je veux bien. Alors, il aurait mieux valu d'avoir une discussion franche et ouverte plutôt que de passer par, toujours, comme d'habitude, par les tribunaux? Mais c'est-à-dire que c'est, d'une part, évidemment, la judiciarisation permanente de tout. Là, on voit bien que ceux qui poursuivent ont un intérêt derrière la tête. C'est-à-dire, nous allons créer un précédent. Vous savez, dans un régime de tradition britannique, le précédent judiciaire est ce qu'il y a de plus important. Oui. Encore plus important que le texte de loi lui-même. Tout est dans l'interprétation. Maintenant, si on crée un précédent avec ça, imaginez les conséquences. Imaginez ce qui pourrait suivre. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas du tout critiquer ce qui est sur un site Internet. Sauf l'Église catholique, ça on peut critiquer, il n'y a en général pas de problème. Ça, d'habitude, c'est permis, c'est même encouragé. C'est même encouragé. Sauf que les autres religions, les autres... ou les autres groupes, on ne peut pas trop les... Ils ont l'appui de la Charte des droits et libertés, j'imagine. Oui, même que je vous dirais que légalement, le discours haineux est permis à condition que ça soit pour des motifs religieux. C'est-à-dire?
C'est-à-dire il faudrait regarder dans le détail, encore une fois, légal de la chose, là, mais dans la Charte des droits et libertés à Ottawa. Puis là, je vous dis ça sous toute réserve. C'est vous qui m'avez ouvert la porte. Là. Je m'étais pas préparé à vérifier l'information en détail, donc c'est sous toute réserve. Mais me semble-t-il qu'il y a des dispositions, étant donné que la Charte des droits et libertés interdit tout discours haineux, discriminatoire, mais il y a quelques précisions comme quoi, quand ce sont des motifs de conviction religieuse personnelle, la porte pourrait être ouverte. Mais ça, je vous dis, on pourrait refouiller la chose. On va refouiller la ça chose. Reste sous toute réserve, j'insiste là-dessus. Alors, on va revenir donc à ce que vous disiez donc, sur votre blog du Journal de Montréal. Simon-Pierre Savard-Tremblay, nous parlons donc de ce procès qui a opposé des écoles musulmanes de Montréal-Nord à Jamila Ben Habib, la militante, auteure aussi. Donc, c'est pas inimportant de dire que l'avocat qui a défendu ou qui a représenté ces écoles, c'était maître Julius Gray. Julius Gray, l'ineffable Julius Gray, qui est celui qui voulait ramener le kirpan dans les écoles. Qui est celui aussi qui a contribué beaucoup à affaiblir la loi 101. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Ben écoutez, au nom de quoi? Au nom sans doute, comme tout bon avocat, de la générosité des contrats qui lui sont offerts. Je ne lui reproche pas de faire son travail et de faire de l'argent avec ça, là, loin de là. D'ailleurs, il a été récompensé. Il a eu une médaille en 2004. La médaille du barreau du Québec, c'est quand même la plus haute distinction à décerner à un avocat. Tout à fait. Donc, il fait bien sa job quand même. Probablement. Sauf que, oui. Mais il y a les détails techniques du juridique et du judiciaire. Est-ce qu'on est capable de bien regarder chaque virgule pour que son client l'emporte? D'accord. Il est sans doute très bon pour ça. Mais c'est aussi quelqu'un d'extrêmement idéologique, Julius Gray. Multiculturaliste, militant du NPD, qui... Quand on voit l'ensemble des causes qu'il a portées, il n'y a aucun doute. D'ailleurs, ce n'est pas un secret, ce n'est pas l'accusé, justement, de l'accuser de verser dans le multiculturalisme. Il a lui-même écrit à ce sujet. Il y a un petit livre d'entretien qui est paru il y a 2 ans, d'entretien avec Julius Gray qui est paru il y a 2 ans. Ce n'est pas un secret. J'ai même déjà participé moi-même à un débat télévisé avec lui à la télévision. Un débat télévisé, je suis généralement à la télévision. En général, mais j'ai déjà participé à un débat avec lui, donc, à la télévision, où on avait des différences irréconciliables. Là. Il a entièrement le droit d'avoir ses convictions, mais il ne peut pas dire qu'il ne verse pas dans une telle idéologie. Donc, on peut quand même se dire qu'une telle idéologie, celle du multiculturalisme, va mener à terme à ce genre de procès-là, à la multiplication de ce genre de procès-là. Mais est-ce que ceux les tenants du multiculturalisme ont conscience de cela, Simon-Pierre Savard-Tremblay? Est-ce qu'ils ont conscience qu'à force de vouloir défendre la veuve et l'orphelin et tout ce qui est minoritaire, du moins pour l'instant minoritaire, parce que certaines minorités peuvent croître exponentiellement, ils ont conscience que dans 50 ans, leur action peut avoir des effets? Ça dépend. Il y a certainement des gens qui, par pure naïveté, versent honnêtement là-dedans. Ça n'en demeure pas moins suicidaire, mais qui versent néanmoins toute honnêteté là-dedans. Bon, ceci étant, je crois que dans le cas précis de ce à quoi on assiste, on veut faire taire une des principales pourfendeurs du multiculturalisme dans l'espace public. Donc, on veut très clairement, avec ça, trouver une manière de dire maintenant tu vas devoir faire attention avant de parler, tu vas surveiller chaque petite phrase ou tu vas te ramasser avec une autre poursuite et ça s'adresse pas juste à soi, ça t'adresse à tout le monde. Tout le monde, ça veut dire tous les nationalistes ou tout le monde au Québec? Ben, disons que tout le monde va commencer à faire attention à ce qu'il va dire sur les lignes sur les lignes ouvertes. Là. Une chose, Simon-Pierre Savard-Tremblay, Jamila Ben Habib est née en Ukraine de parents algériens. Un des parents était algérien et l'autre était, j'oublie... Grec. Hein. Oui. Et 2 parents communistes, donc déjà très militants, très engagés, la parole très forte, etc. Donc la fille a hérité de cela, n'est-ce pas? Et elle n'a pas la langue dans sa poche. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, tout à fait. Le fait que cette critique c'est une des critiques que la critique du multiculturalisme passe par elle, qui n'est pas québécoise de souche. Je veux dire, c'est... Comment vous dire? On peut moins taper sur elle en disant que c'est une de souche, xénophobe, raciste, méchante. C'est quelqu'un qui vient d'étranger. C'est pourquoi elle est embêtante.
Parce que si c'est un Savard Tremblay ou un Trottier qui le dit, ça sera toujours à mettre sous le compte de la xénophobie ambiante. L'anatavisme québécois des ancêtres et tout ça. Eh bien voilà, c'est ça. C'est la majorité blanche, privilégiée, homogène, frustrée, tribale. Oui. Donc rendu là, c'est pas embêtant quand ça vient de nous. Alors qu'elle est très internationaliste. Alors là, elle s'appelle Ben Habib. Là, c'est embêtant par contre. Elle ne peut certainement pas être accusée d'être raciste. Elle ne peut certainement pas être accusée d'en avoir contre les peuples arabes, contre les Maghrébins. Hein? Le racisme étant appartenant aux majorités, forcément, et blanches de préférence. Bien entendu. C'est ça. Hein? Bien entendu. Et de culture. Alors là, une voix comme ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de Maghrébins qui sont extrêmement favorables à une laïcité véritable. Ah oui. Pendant le débat sur la Charte des valeurs, il y avait beaucoup de Maghrébins qui étaient favorables. J'étais il y a quelques semaines aussi à la soirée de soutien justement à Jamila Benhabib pour ce procès. Oui. C'était plein de Maghrébins dans cette salle-là. Là. Beaucoup de gens qui ont vécu ça ailleurs, qui savent de quoi ils parlent et qui ne veulent pas voir les choses se reproduire. Là. Est-ce qu'on parle de ces Maghrébins-là dans la sphère publique ou pas? Très peu. Très peu. Pourquoi donc? Disons qu'il y avait une petite association qui s'appelait... l'Association des Nord-Africains pour la laïcité qui avait été créée peu avant la charte, si je ne m'abuse, dans le but d'appuyer ce genre de politique-là. Jamila était devenue un peu emblématique parce que c'était elle qui était un peu la porte-parole de ce courant-là, du courant maghrébin pro-laïcité. Oui. Mais il y en a peu d'autres, effectivement, puis il y aurait sans doute une place pour d'autres porte-paroles aussi. De ces milieux-là, de ces communautés-là. Alors, des gens de communautés culturelles qui seraient, à la limite, anti-multiculturalistes? Oui, absolument. Ça existe. Parce que ce sont des gens qui souhaitent le vivre ensemble, qui savent le pouvoir qui pouvait être oppressant des religions, et qui souhaitent tout simplement, et c'est pas une négation du droit de pratiquer sa propre religion, c'est simplement d'encadrer légalement le vivre ensemble. Ce n'est pas je pense pas que c'est extrême, je pense pas que c'est dépasser les bornes, c'est pas demander mer et monde à quiconque, cela. Là. Il y a toujours quelque chose avec lequel je suis mal à l'aise quand on évoque Jamila Benhabib, et ça je parle à titre purement personnel, c'est que pour contrer ce qu'elle appelle l'islam politique ou même l'islamo-gauchisme, parce que beaucoup de gens de la gauche soutiennent cet islam politique, ou l'islamisme plus loin que ça, c'est qu'elle prend souvent deux termes ou deux idéologies qui au Québec on le vend en poupe encore, c'est le féminisme et la laïcité, qui est souvent le laïcisme, si vous voulez. Est-ce que c'est la bonne parade face à l'islam politique ou est-ce qu'il faut creuser davantage? Parce qu'on parle tout le temps du droit des femmes. Femme voilée égale femme soumise. J'ai vu beaucoup de femmes voilées qui n'étaient pas du tout soumises et qui soumettaient leur mari, toutes voilées qu'elles étaient. Est-ce que cet argument qu'on entend souvent et que Jamila Benhabib utilise est un argument porteur et valable à long terme? Mais écoutez, il y a la symbolique historique du voile en lui-même. Oui. Rendu là, est-ce que certaines femmes le mettent délibérément? Sans doute. On peut pas non Très plus. Certainement. On peut pas évaluer statistiquement est-ce qu'il y en a plus qui le font par domination ou est-ce qu'il y en a plus qui le font d'elles-mêmes. D'accord, j'en suis. Sauf qu'on peut aussi être en mesure de se dire que ce type de symbole-là, puis c'était le débat essentiel sur la laïcité de l'État, qui n'était pas le fait... Il n'était pas question, il n'a jamais été question d'interdire le foulard sur la rue. Là. La question, c'était, est-ce qu'un signe religieux a sa place pendant vos heures de travail quand vous êtes un représentant de l'État? C'était ça le débat fondamental. Oui. Et puis même à ça, maintenant, parce qu'il y avait plusieurs questions dans votre question, en fait, plusieurs sous-questions dans votre question. Est-ce que le discours féministe et ce que vous appeliez laïciste, c'est ça, laïcisant de Mme Benhabib est le bon pour contrer le multiculturalisme? Je dirais, comme essayiste... Pour contrer l'islam politique. Pour contrer l'islam politique, je dirais, en quelque part, ça la regarde. Ça ne mérite pas un procès. Elle peut avoir ses positions, on peut être en désaccord. Ça, je comprends. Je parlais à un autre niveau. Parce que je vais vous dire, moi, je ne suis pas anti-religieux. Je suis moi-même, je suis croyant moi-même. Je suis catholique. Ma pratique n'est pas extrêmement poussée, mais elle l'est relativement. Disons, je fais le carême à chaque année et bien entendu, comme tout bon Québécois, je fête Noël et Pâques. Bien que ce soit devenu maintenant des fêtes laïques, elles aussi. Bon, heureusement, oui. Ah, vous êtes mort, en tout cas, malheureux. Moi, je ne suis pas anti-religieux, mais on a le droit de l'être aussi. On devrait avoir le droit de penser du mal d'une ou de toutes les religions. Oui. Sans qu'il y ait de répercussions par rapport à ça. Mais là, il faudrait enlever le tamis multiculturaliste, encore une fois. Parce que chaque fois, une religion qui est minoritaire rentre dans la clientèle du multiculturalisme.
Vous voulez dire... Vous voulez critiquer toutes les religions, je veux bien, c'est tout à fait légitime. Je dis que c'est légitime. C'est légitime. Pas que je le ferais. Non, on peut critiquer, ça ne veut pas dire taper à bâton comme ça, sans discernement. Je veux dire, les religions peuvent être critiquées, mais pas critiquées gratuitement, ni violemment, ni méchamment, ni de façon malicieuse. Oui, mais vous savez, il y a des émissions et des dessins animés où on va rire de Jésus. Je pense à l'émission South Park, qui a marqué beaucoup de jeunes par le passé. Oui, tout à fait. J'en étais... Il était question de Jésus dedans, qui n'était pas présenté comme un type particulièrement brillant non plus, qui n'était pas présenté de manière particulièrement rayonnante. Ça a fini en procès, tous ces trucs-là, ou pas? Absolument pas. Ou en bombe, ou en... Puis rappelez-vous le film La dernière tentation du Christ de Martin Scorsese. L'Église a carrément tapé du poing, là. A tapé du poing. Il y a eu quelques événements isolés en Europe, je crois, dans certains cinémas, il y a eu quelques événements isolés qu'on pourrait appeler de terrorisme, mais sans commune mesure avec l'événement des caricatures de Mahomet, par contre. Ça, évidemment, ça, je vous l'accorde, Simon-Pierre Savard-Tremblay. Pour revenir à ce procès, donc on attend les... Sans commune mesure avec Charlie Hebdo. Oui, évidemment. Tout à fait. Maintenant, Simon-Pierre Savard-Tremblay, pour revenir à ce procès, tout est délibéré maintenant, puis on attend le verdict d'ici quelques mois, j'imagine. Et d'ici là, tout le monde retient son souffle. Tout le monde retient son souffle, c'est ce qu'on peut dire. Et ce que je trouve le plus choquant, puis avec votre formulation d'ailleurs, c'est un peu ce que ça renvoie chez moi, c'est le total silence des médias à l'endroit de ce qui se passe là. On est les seuls à en parler. J'en ai parlé sur mon blog. Là. Il y a quelques chroniqueurs qui en ont parlé. Là. Monsieur Dutrisac lui-même aussi, parce qu'il est impliqué dans la chose. Mais on est très peu nombreux à en parler. Est-ce que trouvez-vous ça normal? Écoutez, dans la mesure où la liberté d'opinion existe, toutes les idées peuvent être débattues, contredites, démolies aussi. Je veux dire, tout ça se fait dans le dialogue. Mm-hmm. Donc, cette affaire-là, Jamila Ben Habib, ne semble pas créer beaucoup de vagues. Non, malheureusement. Il y a évidemment... La campagne de levée de fonds a très bien fonctionné. Mm-hmm. Les soirées de soutien ont très bien fonctionné. Oui. C'était plein à craquer les 2 fois en 2014 et en 2016. Mm-hmm. Mais au-delà des cercles militants, est-ce que ça fonctionne? Malheureusement, trop peu. Ça pourrait être le genre d'affaire qui pourtant pourrait sensibiliser les gens si tant est qu'on soit capable de la comprendre avec tout ce qu'elle sous-tend. Est-ce qu'il y a une peur du nationalisme? Est-ce que le nationalisme aujourd'hui n'a pas si bonne presse de nos jours et au Québec non plus? Je veux dire, il y a la montée des populismes, ce qui est autre chose, mm-hmm. Mais on a tendance à confondre tout cela et que les élites, que le peuple ignorant doit être rééduqué, etc. Donc toutes ces choses-là qui le remuent un petit peu, n'en parlons pas trop, sinon ça va l'exciter. Est-ce qu'il y a de ça là-dedans, dans ce silence qui entoure cette affaire? Je dirais que... vous me demandez si le silence entourant cette affaire est lié au tabou du nationalisme. Au tabou du nationalisme et au tabou du fait qu'il y a un peuple. C'est possible. C'est possible. C'est possible que ça soit effectivement une des raisons derrière. Mais je crois plutôt qu'il y a une logique de société du spectacle aussi derrière. Là. C'est-à-dire que si on a le choix dans les tabloïds entre laisser un espace pour une poursuite judiciaire qui pourrait avoir des conséquences graves, oui. Et qu'on avait le choix en échange plutôt avec des choses plus crunchy, des choses qui vont plaire, Brad Pitt et Angelina, là. Oui. Angelina Jolie qui se séparent. Oui. Je pense qu'on fait un calcul clair d'informations, entre guillemets, qui va le plus vendre et qui va le plus intéresser le public. C'est triste, mais... Et donc, ce procès qui opposait donc Jamila Ben Habib et des écoles musulmanes de Montréal-Nord s'inscrirait dans cette logique de on n'en parle pas trop parce que ça contrevient ou ça ne va pas vraiment dans la logique des médias spectacles pour faire rire et endormir le peuple. Il y a fort à craindre, mais je vous dirais, chez les chroniqueurs, par exemple, au journal, j'ai des collègues et moi-même, on n'a pas peur d'en parler. On est prêt à le faire, au Journal de Montréal. On est prêt à le faire. Chez les chroniqueurs, c'est une chose, mais maintenant, c'est le genre d'affaires qui devrait faire boule de neige. Il faudrait que ça fasse boule de neige. Non pas
comprenez-moi bien, non pas boule de neige au sens qu'il faudrait que ce genre de poursuite bâillant-là explose, qu'il y en a un paquet, que ça se multiplie. Là. Évidemment. Boule de neige au sens qu'il faudrait que ça sensibilise. Qu'on en discute. Que les gens se réveillent autour de ça, que les gens contribuent financièrement, que les gens se mettent aussi à militer, qu'ils s'intéressent aussi à ce qui se passe dans l'espace public, qu'ils se repolitisent avec ça, parce que c'est gros ce qui s'en vient. Là. Alors en fait, vous touchez un problème beaucoup plus fondamental que ce procès de Jamila Benhabib et des écoles musulmanes de Montréal-Nord. C'est la démobilisation, le désinvestissement du politique par beaucoup de Québécois. Absolument, absolument. C'est une dimension qui est à prendre en compte, c'est évident. Alors que Jamila Benhabib, c'est exactement l'antithèse de tout ça. Effectivement. Mais vous savez, regardez, vous m'avez déjà reçu pour parler du libre-échange. Oui. Dossier qu'on comprend pas au Québec, qui a des conséquences immenses, dont on parle très peu. Oui. Vous m'avez déjà reçu pour parler d'Uber. Tout le monde a sa petite opinion, mais seulement en termes de logique de consommateur, ça va me coûter moins cher, donc je vais aller là. Oui. Donc, regardez, ce genre de dossier-là, on dirait qu'on peine à avoir le panorama le plus large possible. Puis je pense que c'est peut-être une question d'éducation. D'ailleurs, ça ouvre la porte. On fera une chronique sur l'éducation bientôt. Oh là là, vaste sujet. Ça va être une série de chroniques. Je crois qu'on a quand même fait un peu le tour de tout cela. Je voulais quand même rappeler une chose, c'est que le Coran, que tout le monde se plaît d'abord à ne pas lire, à descendre en flammes. Il y a 6236 versets divisés en 114 sourates de taille très différente. La plus petite fait 3 versets seulement. Il y a à peu près seulement 200 versets qui sont extrêmement violents. On peut dire également, sans se taper dessus, également, sans faire de repentance, que l'Ancien Testament est riche de violence aussi. Absolument, oui. L'Évangile beaucoup moins, mais il y a quand même ici et là des grincements de dents et on va brûler dans la géhenne et tout ça. Donc, c'est pas propre au Coran. Ça, il faut bien mettre ça au clair. On parle d'autres questions. Bien entendu, puis beaucoup de ces textes religieux-là ont été écrits en contexte de guerre aussi. Là. Tout à fait. C'est à préciser. Là. Puis ça oriente le prisme à travers lequel ils ont été rédigés. Là. Ça, c'est indéniable. Donc, Simon-Pierre Savard Tremblay, donc, à part d'être chroniqueur ici, vous êtes sociologue et essayiste, président de Génération Nationale et blogueur, donc, au Journal de Montréal. Absolument. Et donc, on peut lire vos textes en tapant Journal de Montréal, Simon-Pierre Savard Tremblay. C'est très court, comme ça fait... Si on tape SPST sur Google, votre acronyme, est-ce qu'on tombe sur vous? On l'essayera, puis on vérifiera. On vous tapez... informera mercredi prochain, chers auditeurs. Alors, on va taper SPST JDM. Merci infiniment, Simon-Pierre Savard Tremblay. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, Harry Potter et l'enfant maudit, la guerre à la science, le climat et les élections états-uniennes. Ici Jean-Philippe Trottier, à la régie Daniel Fortin, et à bientôt, à demain.